BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous les témoins du monde qui se construit, les contemporains du futur, les pros des cryptos. Donc comme chaque après-midi, le vendredi, nos NFT à nous, nos talents non fongibles sont au rendez-vous. Ils répondent une nouvelle fois à l'appel de BFM Business. Claire Balva nous rejoint. Claire Balva est VP Stratégie pour Desblocs. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Claire, ainsi que il nous rejoint Thibaut Boutroux. Thibaut Boutroux représente Meria très régulièrement sur le plateau de BFM Crypto, effectivement. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus qui ont marqué cette semaine crypto. Bonjour Thibaut, on vous laisse vous installer. Mais d'abord le potentiel. Vers où se dirigent les cours des cryptos, et notamment le Bitcoin. Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Le cours du Bitcoin qui a favorablement réagi, comme les marchés actions d'ailleurs cette semaine, à la forte baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. C'était mercredi soir. Sur le plan technique, est-ce que cette baisse de taux va suffire pour booster le Bitcoin fin septembre ? Oui, effectivement, c'est le scénario monétaire favorable qu'on attendait, qui a débuté. Un cycle accommodant pour une raison saine, alors qu'on a beaucoup d'attentes. On espère que le bull run du marché crypto s'appuiera sur ce pilier monétaire intéressant. Alors Bitcoin, c'est pas non plus l'envolé pour le moment. Il a quand même bien réagi. Il est remonté à 64 000 $. 64 000 $, pour préciser les choses, c'est plus ou moins le prix du Bitcoin lors du halving, le dernier halving qui a lieu le 20 avril dernier. Ça bloque un peu à court terme. Après, Guillaume, vous connaissez mon scénario, mais je le répète pour les auditeurs. Moi, j'attends vraiment une phase d'expansion du prix du Bitcoin, mais un peu plus tard. Je pense que fin septembre, début octobre peut rester un peu compliqué, volatile. Et j'envisage une tendance haussière entre mi-octobre et fin d'année pour enfin réussir à dépasser le record historique. Alors, nous sommes 152 jours après le halving. Ce que l'on sait statistiquement, c'est à peu près à partir de 160 jours, on observe le décollage vertical de la médiane du prix du Bitcoin. En tout cas, c'est ce qu'on observait sur les cycles précédents, 2012, 2016 et 2020. Donc voilà, moi je répète, un peu de patience. Je pense qu'on peut temporiser à court terme entre 60 000 et 64 000 $ et avoir enfin ce que j'appelle la libération technique quelque part dans le courant du mois d'octobre. Est-ce que Bitcoin est peu à peu est enfin rejoint, Vincent, par Ethereum et les autres altcoins ? Alors oui, j'ai envie de dire, ça a pris du temps, mais Ethereum prend toujours du temps. Vous savez, je me souviens, moi, le dernier retournement haussier d'Ethereum relativement favorable à Bitcoin, ça remonte à septembre 2019. Donc, nous sommes 5 ans après. Je commence à observer des signaux techniques favorables, mais je vais avec des pincettes, parce que ça glisse depuis un certain temps, sur le ratio Ethereum-Bitcoin. Donc, elle débute quelque chose. Bon, quant aux altcoins, la plupart ont trouvé leur point bas. Par contre, elles sont toutes des prix intéressants sur les dossiers les plus solides. C'est encore une période de solde, j'estime. Et nous ne sommes pas, et pas du tout encore, dans une période dite de la saison des alts. Ne serait-ce que parce que la dominance du Bitcoin continue d'avancer. Donc oui, les troupes suivent le général, mais elles ne font pas encore mieux que lui. Vincent Gann, avec nous, analyste technique indépendant. Merci beaucoup, Vincent. Et donc, au menu des pros des cryptos cette semaine, la baisse de taux qu'on a vécue de la part de la Réserve fédérale américaine. Est-ce un game changer durable pour les cours des cryptos ? Cette question, on va la poser à Claire et Thibaut dans un instant, parce que c'est un vrai cycle de baisse de taux qui semble se mettre en place du côté des banquiers centraux. On parlera de tokenisation. La Banque des règlements internationaux fait un pas. Elle s'intéresse à tout ce qui permet de se jouer des frontières et elle commence donc à s'intéresser à la tokenisation pour les paiements transfrontaliers notamment. On entrera dans le détail avec nos pros. Et puis, on parlera d'investissement dans les cryptos à travers, pourquoi pas, une future bourse des cryptos. Ouais, mais ce ne sera pas ici. Non, ce sera peut-être en Suisse. La Suisse envisage, pourquoi pas, de lancer une bourse de crypto-monnaie. On verra si les autres marchés européens y réfléchissent aussi ou pas, voire surtout pas. C'est vos pros des cryptos, chaque vendredi, votre machine à condenser l'actualité de la semaine. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Claire et Thibaut sont avec nous. Vous êtes en forme ? Oui, on sent que la rentrée est passée là et qu'on rentre dans le dur, effectivement. Bon, il fait encore relativement bon, relativement beau. Dans un mois, on passe à l'heure d'hiver et on ne va pas tout de suite se mettre le moral par terre. Pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'actualités extrêmement intéressantes, enrichissantes et instructives peut-être pour la suite. Cette semaine, dans l'univers crypto, on peut parler par exemple mining. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de mining et d'énergie. Est-ce que le mining peut contribuer, oui ou non, à rentabiliser la production énergétique ? Ça dépend où. Mais là, on a peut-être eu une réponse supplémentaire cette semaine. En Norvège, une ville, Thibaut, a forcé la fermeture d'une ferme de minage. Et cette fermeture, elle a eu un impact.
Ouais, c'est presque un fait divers. C'est une affaire assez amusante. Donc ça se passe en Norvège, une petite ville de 10 000 habitants, à côté de laquelle il y avait une ferme de minage qui tournait. Et depuis quelque temps, certains habitants de la population sont rentrés en guerre contre ces fermes en se plaignant en fait de la nuisance sonore. Et c'est vrai qu'une ferme de minage, pour le coup, peut être extrêmement bruyante et ça peut être assez dérangeant. Ils se sont plaints au point d'avoir gain de cause et de faire fermer cette ferme de minage il y a quelques semaines. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé en revanche, c'est le revers de la médaille qui est que la conséquence directe de cette fermeture, c'est une augmentation de 20% sur la facture d'électricité dès le mois prochain. Et le fournisseur d'énergie a dit que oui, mais avec ce client qui s'en allait, en fait, le manque à gagner était tel qu'il devait répercuter ça sur les habitants. Et voilà. Et en fait, au-delà de cette histoire, ce qui est intéressant à mettre en lumière, c'est surtout le fait que le minage est surtout un sujet qu'on regarde en surface et on veut toujours pas aller voir derrière et voir toutes les opportunités qu'il peut y avoir derrière ça. Et là, on s'est précipité sur la fermeture sans comprendre quelles étaient les opportunités, les avantages, pourquoi cette ferme elle était là et comment ça pouvait bénéficier aussi à la population. Il y avait peut-être un entre-deux à trouver et on s'est précipité en mettant tout le temps les mêmes arguments au fur et à mesure. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir dans cette histoire. Il y a beaucoup d'opportunités à aller chercher derrière le minage et il faut prendre le temps de regarder un petit peu plus loin. Oui. Alors là, la ferme de minage a fermé en l'occurrence, donc ça fera moins de bruit pour les habitants, mais une facture d'électricité en nette progression. Voilà. C'est ça, 20% d'augmentation quand même. Oui. Et tout de suite, Oui. On ne traîne pas, effectivement. Bon, voilà, ça aura marqué la semaine crypto et sur les réseaux sociaux, ça aura pas mal fait réagir. Il fallait qu'on démarre là-dessus quand même, d'autant que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé minage dans l'émission. Mais l'énorme actu de la semaine, elle est monétaire. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est la Réserve fédérale américaine. Mercredi soir, elle a donc baissé ses taux carrément de 50 points de base. Donc grosse baisse de taux, peut-être encore 100, 125, 150 points de baisse de taux à venir d'ici la fin de l'année 2025. Bref, c'est un cycle de baisse de taux qui s'enclenche. Quel impact, alors est-ce qu'on a déjà observé et quel impact peut-on encore attendre sur les cours des cryptos et l'écosystème crypto, Claire ? Là, on voit bien que depuis quelques jours, quelques semaines, Bitcoin a plutôt tendance à repartir à la hausse. Mais on n'a jamais de certitude. C'est-à-dire que le cours du Bitcoin a très bien pu monter pour d'autres raisons que purement les taux de la Fed. Maintenant, la plupart des experts s'accordent quand même à dire que cette baisse de taux, elle va plutôt être profitable à Bitcoin et à l'ensemble des cryptos. Pourquoi ? Parce que jusqu'à récemment, et encore un peu aujourd'hui, vous pouviez placer votre argent, vos liquidités sur des comptes, on va dire, très sécurisés, sur des comptes à la Banque centrale, en fait, avec des taux très attractifs. Et donc, pour les investisseurs, il n'y avait finalement pas tellement besoin d'aller chercher des actifs à risque pour quand même se faire de l'argent. Et donc ici, avec cette baisse des taux, on pense que de nombreux investisseurs vont revenir vers ces actifs à risque pour aller chercher des rendements plus importants, puisque finalement les rendements proposés par les banques centrales vont être de moins en moins attractifs. Donc ça, c'est la raison principale qui fait qu'on s'attend à une hausse des prix des cryptos, en particulier de Bitcoin, avec cette baisse des taux. Maintenant, on peut aussi se dire, cette baisse des taux, elle va relancer un petit peu l'inflation, donc peut-être que Bitcoin va retrouver aussi son côté valeur refuge. Ça devrait déprécier le dollar. Je vois pas mal d'experts qui s'inquiètent d'une future dépréciation du dollar, notamment par rapport au yen. Et donc cette volatilité du dollar, elle pourrait renforcer Bitcoin comme valeur refuge, encore une fois. Là aussi, ça reste assez incertain. On peut très bien imaginer que ces potentielles hausses du prix du Bitcoin soient déjà anticipées dans le cours actuel. Mais que finalement, les investisseurs s'attendaient tellement à une baisse de taux que finalement, la hausse des prix, elle est déjà pricée finalement dans la valeur actuelle du Bitcoin. On peut aussi se dire que la conjoncture économique est plutôt morose et que les investisseurs ne vont pas non plus se lancer corps et âme dans le Bitcoin simplement parce qu'il y a une baisse de taux. Donc prudence, on est quand même relativement optimiste avec cette baisse des taux de la Fed, mais tout reste. Oui. Et même si elle a baissé ses taux de 50 points de base, les taux américains restent assez élevés, proche de 5%. On partait de plus haut de 23 ans, là on baisse de 50 points de base d'un coup. Le taux reste élevé malgré tout, bien sûr. Les indicateurs on-chain, on les regarde aussi pour mesurer ce que les cours des cryptos ont dans le ventre, ce qu'ils nous réservent pour la suite. Les indicateurs on-chain, les stocks, les plateformes d'échange, les exchanges, ces paramètres, quand on les regarde de près, peuvent-ils nous laisser à penser que les cours vont partir à la hausse, vont cette fois accélérer et entrer en tendance haussière, Thibaut ? Ouais. Alors moi, je suis toujours très prudent avec les indicateurs, en tout cas si on les regarde de manière isolée, mais effectivement, si on prend un petit peu de recul et qu'on les ajoute dans une analyse beaucoup plus globalisée, on a
plusieurs points qui convergent effectivement vers une baisse de la pression vendeuse et potentiellement une appréciation des cours à moyen terme. À court terme, globalement, on va rester soumis à pas mal de volatilité, je pense, mais à moyen terme, c'est plutôt encourageant. Dans les indicateurs qu'on voit qui sont assez flagrants, c'est notamment sur cette partie stock sur les exchanges, le nombre de bitcoins sur les exchanges qui est au plus bas. Donc ça, c'est plutôt un signe intéressant parce que ça veut dire que les holders détiennent leur bitcoin hors des échanges et qu'ils n'ont pas forcément vocation à vouloir les vendre tout de suite. Il y a aussi le nombre de stablecoins qui est en accumulation forte et donc ça peut vouloir dire deux choses. Soit les gens se désintéressent du marché crypto et restent en stablecoin et ils n'ont pas prévu de retourner tout de suite et donc là c'est plutôt dommageable. Soit ils sont justement sur le qui-vive et ils ont leurs stablecoins qui sont prêts pour pouvoir rentrer à tout moment. Donc il y a effectivement pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. Néanmoins, il faut rester prudent à court terme, mais à moyen long terme, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'on vous apporte un maximum d'idées et puis vous regardez peut-être pas au quotidien tous ces paramètres. Dans les pros des cryptos, on essaie de le faire le plus régulièrement possible. Mais c'est vrai que parfois on investit aussi en se disant ça ira, quand j'aurai les plus-values, elles seront pas trop fiscalisées, donc autant investir. Sauf que les choses pourraient éventuellement, on ne sait pas, mais pourraient éventuellement changer en France. La France, dont le futur gouvernement, si vous suivez ce week-end, on a peut-être déjà un nouveau gouvernement. Mais là, on est en direct vendredi et en replay sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Donc un gouvernement qui arrive, Michel Barnier, qui pourrait éventuellement relever certains impôts pour plus de justice fiscale. Et du coup, on se demande si la flat tax qui bénéficie aux détenteurs de crypto, aux détenteurs d'actions aussi, bref, de valeurs mobilières, si la flat tax risque d'être relevée. Est-ce que c'est un vrai risque et est-ce que les investisseurs crypto doivent se méfier, Claire ? Alors c'est un vrai risque, mais encore une fois, on ne le sait pas, puisque le nouveau gouvernement n'a pas encore été nommé et on ne sait pas quelle va être sa politique. Maintenant, on voit bien que dans les dernières législatives, il y a eu une demande par le vote, et je parle même pas seulement du vote à gauche, mais aussi du vote pour le Rassemblement national, pour on va dire une plus grande justice économique, fiscale, et grosso modo pour une volonté de taxer les plus riches et donc de taxer ceux qui prennent des revenus du capital. Donc cette flat tax qui aujourd'hui est à 30%, pourrait passer à 32, voire à 35. Voilà, c'est les rumeurs qui sont dans les tuyaux, mais aucune certitude. Ce qu'il faut bien voir, c'est Sachant qu'à 30%, on était dans la moyenne de l'Europe. Hein. Tout à fait. On n'était pas spécialement attractif à 30%. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 32 ou 35% ne vont de toute façon pas renflouer les caisses de l'État en tant que telles. C'est vraiment plus une mesure symbolique. Parce que quand on passe à 32 ou à 35%, certes, on récupère un peu plus d'argent quand on taxe les plus-values de quelqu'un. Néanmoins, les investisseurs, en toute logique, sortent aussi un peu moins de crypto, par exemple. Et donc, on a moins d'opérations fiscales. Alors, certains partent carrément à l'étranger, mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'on augmente les impôts que nécessairement les recettes fiscales suivent en face. Donc, il va falloir être attentif aussi. Je pense que c'est presque plutôt une mesure de communication pour essayer de montrer que les demandes ont été prises en compte. Alors justement, là, on est en train de parler de fiscalité et on se demande, c'est la question crypto qui claque cette semaine. Qui détient les clés des cryptos ? Chaque semaine, effectivement, cette question a haut risque pour nos experts. Vous pouvez, vous aussi, voter sur notre fil X BFM Crypto, notre fil LinkedIn aussi. Laissez-nous vos arguments d'ailleurs en bas en commentaire. On essaie à chaque fois de rebondir dessus. Claire et Thibaut, êtes-vous prêts ? Prêt. De quoi dépendra, c'est la question de la semaine, de quoi dépendra le sort des cryptos désormais ? Qui détient les clés des cryptos ? Est-ce que tout dépendra de la présidentielle américaine et du nom du vainqueur de cette présidentielle ? Est-ce que ce sont les taux monétaires qui feront la loi sur les cryptos ? Est-ce que ce sera encore la SEC, la réglementation ? De qui dépend le sort des cryptos ? Ou encore, pourquoi pas Michel Barnier ? Tiens, est-ce que le sort des cryptos dépendra de Michel Barnier ? Pourquoi pas ? C'est une option qu'on vous propose aussi. Je vous laisse un instant de réflexion l'un et l'autre. Et vous tous, bien sûr, continuez à voter. Vos réponses sont importantes. Thibaut, Claire, de quoi dépendra désormais le sort des cryptos ? Claire. Alors, je dirais pas Michel Barnier. Je pense qu'on est assez d'accord sur ça. Non, les trois autres réponses sont valables, mais je dirais plus les politiques monétaires. Thibaut ? Oui, assez d'accord. En tout cas, à moyen terme. Les autres auront peut-être des réactions à court terme, mais ça va s'arrêter là. Le cycle de baisse de taux sera un facteur important pour le sort, l'avenir, le destin des cryptos. On en a parlé juste avant dans les pros des cryptos. Mais la politique aussi, la présidentielle américaine, ça compte. On va regarder comment nos auditeurs et téléspectateurs ont voté sur
nos différents réseaux sociaux, à plus de 50%, non, pile à 50%, vous avez voté la présidentielle américaine. Le sort des cryptos dépendra de la présidentielle. C'est vraiment le score majoritaire, 50%. À 26%, vous estimez que ce sont les taux monétaires, comme nos experts en plateau. Puis loin derrière, la SEC. Puis c'est Michel Barnier qui arrive en dernier. Là. Vous n'êtes que 9,7% à avoir voté Michel Barnier. La présidentielle américaine, quand même. On avance dans cette campagne. On est à 46 jours aujourd'hui du scrutin. Et on a encore vu en début de semaine que quand Donald Trump est fragilisé, le Bitcoin trébuche. Donald Trump, deuxième tentative d'assassinat, c'était lundi dernier. Et on a vu une nouvelle fois, comme cet été, le Bitcoin reculer. Thibault. Ouais, en réalité, je ne crois pas que Bitcoin soit réellement corrélé à la santé ou à Donald Trump de manière générale. Effectivement, ces actualités ou ces déclarations, quand elles sont très fortes et très marquées, peuvent avoir un impact à court terme. Et là, d'ailleurs, on a vu que Bitcoin a plutôt réagi à l'annonce des taux qu'à ce que Donald Trump a déclaré cette semaine, même si c'est encore bien mis en lumière cette semaine avec une scène de communication bien orchestrée avec cette fameuse transaction dans un bar à New York. Mais globalement, je pense que voilà, les élections auront forcément un impact, mais quoi qu'il arrive, que ce soit le clan Harris ou le clan Trump qui passe, les cryptos pour moi ont déjà sorti, quoi qu'il arrive, gagnantes des élections, puisqu'elles ont été mises en lumière et elles ont été remontées en haut de l'affiche. Oui, Donald Trump qui a payé effectivement son burger en Bitcoin cette semaine à New York dans un resto. Oui. Non, mais on va parler de la Suisse, il n'y a pas de problème. On était bien là sur la présidentielle américaine. On va parler de la Suisse, Fabien, le réalisateur de BFM Crypto. Pas de souci. Parce que c'est vrai que la Suisse a fait l'actu aussi cette semaine. Les cryptos pourraient un jour avoir leur place boursière. La bourse suisse dit oui, pourquoi pas créer une bourse des cryptos en Suisse. L'opérateur envisage de la lancer, cette bourse des cryptos, affirmant que les cryptos deviennent une classe d'actifs reconnue. Quel changement, Claire ? Les cryptos sont une classe d'actifs reconnue. Mécaniquement, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment l'arrivée des ETF spot sur Bitcoin, et même ce qui se passe sur l'Ether aux États-Unis, on voit très bien que les cryptos se sont fait une place légitime dans le monde de la finance traditionnelle. Et donc aujourd'hui, la plupart des banques et la plupart des institutions financières regardent les cryptos et les voient non plus comme un danger politique, même si ça reste des sujets qui sont politiquement pas neutres pour ces institutions, mais elles les voient comme une opportunité économique. Et donc là, pour la Bourse de Suisse, c'est tout simplement une classe d'actifs comme une autre qui va pouvoir rapporter de l'argent, qui est un secteur qui va pouvoir créer des emplois. Et donc c'est tout à fait logique, d'autant plus que la Suisse, c'est quand même un pays qui était plutôt en avance sur les cryptos. Ça fait des années que la Suisse attire de nombreux entrepreneurs crypto. Il y a certains cantons qui ont une fiscalité très attractive. Et moi, je me souviens, quand j'avais été en Suisse il y a quelques années, on constatait dans les événements crypto que les profils qui étaient là étaient assez différents des profils qu'on voyait en France, qui étaient des gens qui avaient l'air hors système. En Suisse, c'était des personnes qui étaient très bien insérées, c'était des gens plus âgés avec des postes dans des entreprises. Et donc, on voit bien que la Suisse a un appétit pour les cryptos plus assumé que dans d'autres pays européens. Alors la Suisse, c'est bien, et la bourse suisse, donc, dit que les cryptos sont des actifs désormais reconnus. Ça, c'est ce que dit la bourse suisse, mais c'est pas la plus grande bourse du monde. Est-ce que Euronext, l'opérateur pan-européen, pourrait aussi lancer une bourse des crypto-monnaies ? On recevait cette semaine le patron d'Euronext, Stéphane Boujna. L'initiative de ses concurrents suisses ne le fait pas changer d'avis. Pour lui, les cryptos, c'est non. On l'écoute. Nous avons toujours été réservés par rapport à cette classe d'actifs dont la principale fonction est spéculative ou le transfert de valeur dans des conditions qui sont plus opaques que sur les modes transparents de circulation de l'argent que sont notamment le mode SWIFT. Donc je considère que le ratio entre l'opportunité de marché et le risque de réputation n'est pas bon pour une entreprise comme Euronext. Risque de réputation, voilà ce que dit le patron d'Euronext. Euronext, c'est l'une des plus grandes bourses mondiales. En l'occurrence, son siège est ici à Paris La Défense. D'ailleurs, opérateur pan-européen. Pour eux, les cryptos, c'est toujours non. C'est un risque de réputation trop important. Voilà ce qu'il dit quand même, Claire. Bien sûr, mais la réputation, c'est très subjectif. Et donc, visiblement, la bourse suisse a considéré que le risque de réputation de se lancer dans les cryptos en Suisse, il n'était pas suffisant pour ne pas y aller. Et donc, on voit bien que tant que les cryptos ont une réputation très négative dans certaines zones géographiques ou dans certains milieux, les acteurs seront réticents. Mais à partir du moment où cette réputation change, il n'y aura plus de frein.
Thibaut, vous êtes déçu que Ronex soit pas prêt à lancer sa bourse de crypto-monnaie? Non. Moi, je suis en désaccord forcément avec la première partie de sa déclaration, mais je suis plutôt en accord avec la deuxième partie. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai eu l'expérience de dîner avec une personne du board d'un gros asset manager français qui pèse plusieurs dizaines de milliards, et il tenait les mêmes propos, alors que c'est quelqu'un qui est très éduqué sur la partie crypto, qui a beaucoup de personnes chez lui en interne qui utilisent, mais son propos, c'est de dire non, c'est pas à nous d'innover sur le sujet-là. Je vais pas gagner de clients en y allant, je vais pas en perdre si je vais pas. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? À ce niveau-là, non, pas tant. Donc, je suis plutôt en accord avec la deuxième partie, et je suis pas sûr que Bitcoin ait spécialement besoin de ça non plus. Vos pros des cryptos, c'est chaque vendredi à suivre sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Alors certains reconnaissent quand même, c'est pas le cas du patron de Ronex, mais certains reconnaissent s'être quand même trompé sur les cryptos. C'est le cas de notre réalisateur Chris d'ailleurs, qui est avec nous. Je dois admettre très franchement qu'avant de travailler sur cette émission, les cryptos étaient très très loin de mes préoccupations. Oui. Je ne suis pas encore totalement convaincu, mais ça m'intrigue. Et on apprend des choses. Notamment à votre contact, le contact des experts. Merci Chris, effectivement, qui réagit. La voix de BFM Crypto, des pros des cryptos, désormais chaque vendredi. Alors si vous vous lancez, vous tous qui nous suivez, il faut investir en crypto que l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça on le répète à chaque fois. Mais la SEC, elle reconnaît s'être trompée, elle change son regard sur les cryptos. C'est une des actus qui ont marqué ces derniers jours. La SEC semble entamer même un mini mea culpa. Elle regrette en fait d'avoir sur les cryptos semé la confusion, Thibaut. Ouais, c'est vraiment un mini mea culpa. Je ne sais pas si on peut parler d'excuses publiques. C'est le responsable légal de Coinbase qui a isolé une phrase d'une déclaration qui montre effectivement que la SEC s'excuse si ses propos ont pu porter à confusion. D'un autre côté, est-ce qu'on a réellement besoin que la SEC s'excuse? Pas vraiment. Pour le coup, s'ils veulent revoir leur copie, ce qui intéresse plutôt l'écosystème, c'est de voir maintenant des actions concrètes qui vont dans le bon sens plutôt que des excuses publiques et que ça change rien derrière. La BRI, elle aussi, fait son acculturation, quand même, la Banque des règlements internationaux, sur la tokenisation. La BRI s'intéresse à tout ce qui permet de se jouer des frontières. Et là aussi, on a un petit pas, malgré tout. La BRI commence à s'intéresser à la tokenisation pour les paiements transfrontaliers. C'est une des autres actualités de la semaine. Un signe supplémentaire, peut-être, Claire. Oui, on parle pas de crypto. Là, avec la BRI, on parle simplement d'optimisation de leur processus interne pour les paiements transfrontaliers. En gros, on parle d'un énième groupe de travail, d'une expérimentation à très grande échelle, avec 7 banques centrales, dont la Banque de France, la Banque d'Angleterre, la Banque du Mexique, et voilà, de plusieurs dizaines, une quarantaine, je crois, d'entreprises privées qui vont expérimenter les paiements transfrontaliers avec des nouvelles technologies. Alors évidemment, ils parlent de blockchain, ils parlent un peu de tokenisation, mais pas trop, parce qu'on sent qu'ils n'ont pas non plus envie de mettre en valeur ce terme de tokenisation. Donc là aussi, on tourne autour du pot pour pas vraiment parler de crypto, et on va essayer d'utiliser les technologies des cryptos pour moderniser le système informatique et financier de la BRI. Et parmi les grandes actus, quand même, notre dossier judiciaire. Il faut qu'on ouvre un volet judiciaire. C'est le coup d'envoi d'un procès à haute portée symbolique et politique. Samoura et Wallet. On en parlait il y a quelques semaines ensemble. La première audience des développeurs, s'est tenue cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces premières audiences et pourquoi ce procès sera important à suivre, Thibaut? Ouais, alors pour remettre en quelques instants le contexte, donc ils ont été arrêtés en avril dernier. Ils sont suspectés de blanchiment d'argent, notamment, en tout cas d'avoir facilité le blanchiment d'argent. Samoura Wallet, c'est un wallet qui est non custodian, ça veut dire que les gens détiennent eux-mêmes leur clé privée. Et donc la défense, elle est axée sur ce point-là, c'est-à-dire eux, c'est des développeurs, donc ils ont mis entre les mains des utilisateurs un outil. Après, ils sont pas responsables de l'usage que les gens en font, et ils ont jamais la main sur les fonds, donc ils peuvent pas maîtriser ce qui se passe derrière. Pour l'instant, c'est eux qui sont derrière. Il y a une quantité de documents qui a été soulevée au procès, des enregistrements, des emails, etc. Une quantité si grande que la défense a dit nous, on n'a pas eu le temps de tout regarder parce que c'est beaucoup trop gros, donc il va leur falloir plus de temps. Maintenant, les prochaines étapes, c'est une audience, je crois, qui sera en décembre, et jusqu'à alors, ils sont assignés à résidence. Alors, on va suivre Samoura Wallet, le procès, puis Celsius aussi, la Bérésina Celsius, il y a quelques temps, le fondateur et ex-dirigeant Alex Mashinsky tente de plaider non coupable. Waouh. Oui, c'est audacieux. Il risque plus de 100 ans de prison quand même. Il plaide non coupable en rejetant la faute sur en gros, les directeurs de son entreprise, ses plus proches collaborateurs qui avaient des fonctions élevées dans l'entreprise. Je rappelle qu'Alex Mashinsky, c'était le patron de Celsius, qui était une entreprise de lending. Donc en gros, vous mettiez vos cryptos, vous touchiez des rendements. Et puis en 2022, avec la faillite d'FTX, etc., Celsius avait fait faillite. Et donc ils sont grosso modo accusés de ne pas avoir géré l'entreprise correctement et d'avoir fraudé leurs investisseurs.
Et ce que disent en tout cas les avocats d'Alex Mashinsky, c'est que c'est le directeur juridique, le directeur financier de cette entreprise qui ont fauté et que finalement Alex Mashinsky, le grand patron, n'a fait que suivre les conseils des gens qui l'entouraient. C'est audacieux comme défense. On va tenter de plaider non coupable. À suivre aussi. Merci à nos pros des cryptos, Claire Balva pour Desblocs, Thibaut Boutroux pour Meria. Retrouvez bien sûr tout au long du week-end et sur notre fil X, BFM Crypto. Bon week-end à tous. Merci Guillaume. BFM Business, BFM Crypto, les pros.